Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Ah, toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre top 100 all-time de nos films préférés, toujours en compagnie de Maxime. Toujours là, toujours dans les mêmes t-shirts. On est en train de se faire un marathon de tournage. Donc pour ça que vous avez l'impression que d'une semaine à une autre, on est crade, mais pas du tout. On est un peu crade aussi. Peut-être qu'on finira en sueur au niveau du front, mais c'est tout. C'est le maximum qu'on fera. Donc deuxième épisode de ce top 100. On va faire les places 85 à 71 de nos top 100 all-time. Si vous arrivez directement sur cet épisode, rattrapez les premiers films. On en a abordé 30 chacun, 3 en commun. On avait dans le dernier épisode pronostiqué sur le nombre de films qu'on allait avoir en commun. J'ai misé sur 10. Pour l'instant, selon les statistiques, on sera au-delà. Maxime a été petit jeu avec 7. On fera, une fois qu'on dépassera les 7, on verra si on refait un pari là-dessus. 30 nouveaux films dans lesquels qu'on va aborder dans ce podcast, toujours de la même manière, format assez court. On n'est pas sur de la description de films ou de l'analyse fine, mais plutôt sur pourquoi ces films-là sont des films importants pour nous et font partie de nos top 100 des films préférés. Est-ce que tu es prêt, mon ami Maxime, pour la place 85? On commence directement parce que c'est des formats assez longs. Deadpool. Voilà, Deadpool. Et Un homme idéal pour ma part. Deadpool devant In the Mood for Love, voilà, faut se désabonner, n'hésitez pas. Non, mais je vais reprendre comme tout à l'heure. Oui, Deadpool, j'en ai pas mal parlé dans une émission qu'on a fait sur les meilleurs films Marvel. Ouais. J'ai pas envie de me répéter, mais c'est vrai que c'est un film qui est vraiment un vent de fraîcheur, que ce soit dans l'univers super-héroïque, mais même le film d'action américain de tout court. Qui est un vrai plaisir, c'est un des films que j'ai le plus revu. Donc voilà, pour ces raisons, il fallait qu'il soit là. J'aime son humour, j'aime son côté jusqu'au boutiste. Même sur certaines scènes d'action qui sont vraiment pas dégueu. Ouais. Donc voilà, Deadpool en 85. Ok. Un homme idéal est 85e de mon top 100 all-time parce que c'est un vrai putain de thriller français qui plus est. Film de Yann Gozlan qui nous a offert Boîte Noire. Là, un film cette année avec Cécile de France Galloway aussi, qui va revenir début 2026 avec de nouveau Pierre Ninet dans un rôle de gourou. Un homme idéal, c'est génial avec Anna Girardot dans le second rôle féminin, de Pierre Ninet qui s'inspire d'une nouvelle, d'un livre qu'il a lu pour écrire un livre sur un ancien combattant, quelque chose comme ça. Et en fait, le livre va être un énorme succès, sous couvert que c'est un plagiat. Ouais. Et c'est en fait c'est vraiment une spirale négative, dans laquelle il va se retrouver, Pierre Ninet, qui va dans un espèce d'effet boule de neige se retrouver à faire d'énormes conneries. Mais c'est vraiment un film qui prend aux tripes, qui nous met très mal à l'aise aussi, qui est très dur. Et c'est tellement bien fait et c'est rare de voir des thrillers aussi bien faits français, je trouve. C'est vraiment un thriller qui m'avait marqué. J'ai peut-être dû le voir 2-3 fois, mais à chaque fois, t'es là en mode quand même, c'est un sacré film. Pierre Ninet dans un rôle de méchant antagoniste, faut le voir quand même. Il y a OSS 117 sinon. Voilà. OSS 117-3. Lui au moins existe, contrairement à Brise de Nice qui n'a jamais eu de suite. C'est vrai. On est sur 84. Snowpiercer. Non, je l'ai pas vu moi. Oh, même pas Par vu. contre, on en a parlé il y a pas longtemps. Oui. Il y est ? Oui. Malcolm and Mary. Il arrive bientôt. Oh yeah. Snowpiercer de Bong Joon-ho, ouais. Que j'ai revu cette année au ciné en plus, par exemple dans une séance culte. Donc ça, c'est vraiment chouette pour ça de revoir des films comme ça au ciné. Qui n'est pas un film ultra fun quand même. Il ne faut pas s'attendre à... je me souviens quand sans connaître le cinéma, au début de Netflix, je vois la espèce de bande-annonce sur Chris Evans, j'attends un film d'action un peu bourrin. Et en fait, c'est vraiment dans toute autre chose. Mais je le trouve hyper intelligent, ça marche très bien, même si c'est adapté d'une BD française d'ailleurs. S'il y a du train, tout le lore qu'il y a autour. Et pour avoir lu en plus la bande dessinée, Bong Joon-ho vraiment fait un énorme travail là-dessus, quoi. Il reprend l'idée de base, mais toute son histoire va être
densifié, étiré, il va rajouter des échelons, etc. Et il y a des scènes vraiment hyper marquantes, notamment le mec un mec avec son bras. T'as pas vu, mais Non. il y aura un problème de bras à un moment donné, qui est une des scènes les plus choquantes que j'ai vues, avec Tilda Swinton aussi qui est dedans. Peut-être le meilleur rôle de Chris Evans, franchement. En plus, il est vraiment en pleine période de MCU, là. C'est 2013, donc il a déjà fait Avengers, Captain America, et il prépare le 2, quoi. Et au milieu, il sort ce film-là, je sais pas comment il est tombé là-dedans. Ouais. Bon, c'est un film quand même, voilà, tout a été plus ou moins dit là-dessus, mais je trouve ça a vraiment du moment qui te laisse bien en bad à la fin quand même. Il a vraiment un côté un peu lourd sur la fin, mais voilà. Ok. Je le mets là, 84. Malcolm and Mary est 84e de mon classement all-time parce que c'est de l'art. Ce film, c'est de l'art. Tu en as parlé surtout dans un épisode qu'on avait sorti fin novembre sur le meilleur film Netflix all-time selon toi. C'était pas selon nous, mais je te rejoignais comme quoi c'était. Je crois que j'en ai un seul au-dessus parmi la liste suivante. Moi, je qui pense va pas. découler. Si j'ai été cohérent dans l'émission Netflix, je devrais ne pas en avoir. Ça devrait être que celui-là. Ouais. C'est de l'art ce film. C'est vraiment un huis clos qui se passe juste après une remise des prix dans lequel David Washington, son nom Ouais, John David Washington obtient un prix et lors de son discours de remise de prix oublie de remercier sa femme interprétée par Zendaya. Et du coup, il y a Haja. Du coup, il y a embrouille. Et c'est vraiment 1h30 de mise en scène léchée en noir et blanc, signé Sam Levinson, le réalisateur de Euphoria, mine de rien. Et c'est exceptionnel. Le rythme du film, les dialogues, les plans qu'il y a aussi, c'est du grand art. Pour moi, c'est vraiment une œuvre d'art, ce film. Ouais. Donc, Malcolm and Mary. Bien d'accord. Je te laisse de l'espace pour en reparler juste après. Là, on change d'ambiance. Là. Toi ? Ouais. J'ai The Place Beyond the Pines. John Wick 4. John Wick 4. Ok. Beyond O-U-N O-U-N. Non, c'est bien. C'est ça ? Fais comme si de rien n'était. Ok. The Place Beyond the Pines en 83e position. John Wick pour toi, vas-y. Alors, mon John Wick, c'est mon John Wick préféré. J'ai celui-là en 83 parce que c'est vraiment une grosse claque de ciné et que j'ai revu et que j'ai repris le même kiff, même en le revoyant chez moi. Alors oui, c'est pas... Ça peut paraître un peu série B et tout ça, déjà j'assume d'avoir ce goût de série B, mais je trouve quand même que même en termes de ciné, il y a une photo qui est magnifique, il y a des idées de scène qui ont essayé d'être un peu repompées dans Ballerina, que pour le coup je n'avais pas du tout aimé cette année, dans une espèce de lieu d'église avec une cascade au milieu, qui fait une boîte, qui fait une espèce de boîte électro, il y a un combat là-dedans, c'est incroyable. Le film dure 2h40, il passe super vite et j'étais emmerdé en 2023, je savais qu'on devait faire le top 10 à la fin de l'année, ou c'est 2024 celui-là, en 2024. Pendant les 6 premiers mois, il était numéro 1. Je me disais, je vais quand même pas me pointer dans l'émission de Guillaume avec John Wick 4, numéro 1. Bon, à la fin de l'année, il a fini 4-5e. Mais c'est vraiment, pour me parler au début, dans nos critères, plaisir de revoir, là on y est clairement. Ok. C'est une magnifique conclusion de saga. Bon, il y a un 5 qui est annoncé, on verra un peu ce qu'ils vont en faire, je suis un peu inquiet. Et c'est mon John Wick préféré de très loin par rapport aux autres. Ok, très bien. The Place Beyond the Pines, tu vois ce que c'est ? Oui, je vois très bien avec Bradley Cooper, Ouais. Ryan Gosling, mais j'ai jamais eu l'occasion de voir ce film. C'est 83e de mon top 100 all-time parce que la séquence d'ouverture, je pense que c'est l'une des séquences les plus marquantes que j'ai vues parce que c'est un plan séquence qui est dingue. Je suis allé me renseigner sur le plan séquence pour savoir s'il était vrai. Tu regarderas le film d'abord et tu essaieras de te poser la question. Parce que tu te dis, mais comment c'est possible ? Ensuite, c'est la structure du film, clairement en 2 parties. Une première sur Ryan Gosling, le braqueur, et une deuxième sur Bradley Cooper, le policier. Ce que j'adore, en fait, c'est un espèce de double film dans le même film. Et puis, ouais, vraiment, c'est un film... très juste, très précis. Je m'étais noté quoi d'autre ? Le casting, évidemment. Comment elle s'appelle elle est connue en plus. C'est pas Salma Hayek, elle a un nom. Eva Mendes. Eva Mendes ? C'est bon, j'ai. Je l'ai fait quand même. Eva Mendes dans le rôle de la compagne de Ryan Gosling. Enfin, ouais, vraiment, c'est un film dont j'avais pas Ray forcément... Liotta aussi. Je sais Comment ? pas, Oui, il y a Ray Liotta. Ben Mendelsohn que j'adore aussi. Ouais. Non, il faut jouer ce film. Non, c'est
Il y en aura quelques-uns, mais pas tant que ça. Je dirais pas que j'ai que du cinéma mainstream, mais c'est un film que je trouve extrêmement sous-coté, The Place Beyond the Pines, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, c'est pas considéré comme un chef-d'œuvre et tout ça. Et quand tu vois le casting, c'est un film qui date de 2012, quand tu vois la mise en scène, comment est construit le scénario, je trouve que c'est vraiment un film original et qui mérite d'être vu. Voilà, un des meilleurs rôles de Ryan Gosling, je trouve. Mais aussi. c'est un film que j'ai rattrapé, par exemple, plus je vois la filmo du réal, il a fait Blue Valentine que j'adore, et Ouais. Sound of Metal qui était très bien aussi. Ouais. Donc oui, mais ça fait partie des trucs à voir. The Place Beyond the Pines. Ok. Voilà. J'ai. Hooligans, ah ouais, sympa. Tu Moi, l'as Non, je l'ai Non pas. Moi j'ai Watchmen de Zack Snyder. Ok, vas-y. Je l'ai pas non plus. Ok, Watchmen, film de super-héros encore, mais qui, alors, de manière très différente que Deadpool, est un peu révolutionnaire au moment où il sort. Une autre vision beaucoup plus sombre de cet univers-là, de la BD de Alan Moore, si je dis pas de bêtises. Mhm. Tout ce qu'on aime dans Snyder, c'est une esthétique assez travaillée, très numérique, il Mhm. faut aussi faire, mais une esthétique moi, qui me plaît quand même pas mal. Film assez sombre, avec assez peu d'espoir, qui est très dans l'idée de paranoïa un peu, guerre froide, etc. Des super-héros vraiment présentés de manière différente que ce qu'on a l'habitude à ce moment-là. Il faut même questionner leur côté super-héroïque, de leur côté moral, avec notamment le personnage de Jeffrey Dean Morgan, le comédien qui est exceptionnel dedans. Ouais. Tout ce méchant, qu'on ne sait pas qui est ce méchant jusqu'à la fin et comment il a utilisé tout le monde. Notamment le Docteur Manhattan, qui pour un super-héros, qui je pense c'est peut-être le plus puissant des héros de tous les univers de comics confondus, Mhm. et comment il arrivait à le vaincre lui aussi. Voilà, la BD est super, le film aussi, alors je sais qu'ils ne finissent pas exactement pareil, mais voilà. J'aime beaucoup aussi la série qui a été tirée en suite du film, Ouais. qui est sortie en 2019, je crois, par HBO, qui est vraiment une Ouais. très bonne série également. J'ai Donc pas tout vu. cet univers-là me plaît pas mal, et le film forcément en apothéose. Il y a vraiment des scènes hyper impressionnantes dans ce film. Ok. Hooligans. Hooligans pour son sujet. Des super hooligans. Comment? Super film. Ouais, super film. J'adore le duo Elijah Wood et Charlie Hunnam que vous avez pu voir dans Sons of Anarchy notamment. Le duo est très bien. J'adore un peu Elijah Wood, l'américain qui vient voir sa sœur qui vit en Angleterre et qui est en couple ou mariée avec cette hooligan-là. Je crois qu'elle est en couple. Et du coup, lui arrive un peu rempli de naïveté et un peu embrigadé dans ce mouvement-là avec son beau-frère qui lui est au cœur de ça. Et du coup, c'est marrant, je sais pas pourquoi je fais le parallèle dans ma tête, mais un peu comme le royaume. Il y a ce côté où il arrive plein de naïveté et puis il va se retrouver fasciné par ce mouvement-là, des hooligans, du football à travers la violence aussi. Et j'adore ce film. Je trouve qu'il se regarde extrêmement bien, Ouais, qu'il chouette. est actuel. Donc ça se passe, ouais, c'est le club de West Ham, je C'est crois, West Ham, pour le ouais. coup. Donc ça, West Ham entre ça et Ted Lasso, ils sont vraiment passés pour les antagonistes Grave. de Londres. Grave, grave. Mais ouais, j'adore ce film. Hooligans, vraiment Très chouette, Hooligans, un super film. Tu vois, dans mes films préférés, ça c'est sûr. Voilà. Et le surfeur d'argent. 81, Léon, moi j'ai Dragon, Dragon. film d'animation. Tu aussi. l'as? Léon, non. Et je l'ai pas non plus, Dragon. Ok, bah, Dragon c'est vraiment un des meilleurs films d'animation. Il y a un peu ce côté, tu disais au début, aussi pour la saga. Mhm. C'est que je trouve les trois sont quand même. J'ai une petite préférence pour le 1, mais les trois sont à peu près du même niveau. C'est vraiment. On sort un peu de la domination Disney Pixar, quoi. On a un peu une autre style d'animation là. Mhm. Une histoire assez universelle, assez touchante, qui ose aller quand même assez loin. Je pense que je peux spoiler maintenant, mais voilà, tout le côté du garçon mutilé à la fin. Ouais. C'est pas. Ça m'avait choqué, hein, moi, Ben, quand voilà, j'étais jeune. c'est pas quelque chose de si courant dans les films d'animation de cet âge-là. Et l'animation est d'une beauté. Toutes les scènes avec les dragons, je trouve, sont hyper impressionnantes. Donc ouais, Dragon, j'ai pas énormément de films d'animation dans mon top, mais Ouais, j'en ai je pas sais que non c'est plus tant que ça. c'est un de mes préférés, donc voilà, il fallait que je mette Dragon. Ok. Ouais, il est assez loin quand même, hein, 81. Tu l'as pas, toi? Non, je l'ai pas. Mais parce que moi, j'ai pas grandi avec Ah, moi non plus, je l'ai Dragon. découvert 2018, je Ouais, pense, ouais. 2020. Non, Pour la c'est- sortie du 3, j'avais revu les deux avant. Ouais, je suis fan du monsieur qui l'a fait, Chris Sanders, hein, Ouais. mais non, ça rentre pas. C'est pas mes films d'animation à moi. Léon,
Et un film, je pense, ça fait partie des premiers films de ma cinéphilie. C'est vraiment quand je commence à découvrir des films dans un âge fin d'adolescence, début de l'âge adulte. Et ce film va me marquer. Ouais, je suis fin d'adolescence, je suis pas adulte encore. Va me marquer parce que je connais Nathalie Portman dans Star Wars. Mais là, je découvre du coup l'actrice enfant et je pense que c'est peut-être ma prestation d'une enfant au cinéma la plus marquante de ma vie, tu vois. Genre vraiment, je regarde le film, j'ai 15 ans et je me dis, oh, mais elle est captivante, tu vois. Genre, je la connais, hein, mais je la redécouvre et je me dis, mais je pourrais la regarder jouer ce rôle-là, mais pendant des heures, quoi. Le film en fait, moi je pense qu'il a baissé parce que pour tous les à côté du film, tu vois. Le côté sexualisé, que Luc Besson est sexualisé, Nathalie Portman est mis un peu. Et en fait, quand tu vois de quoi il est accusé par la suite, Oui. tu revois pas la fille de la même façon. C'est ça le problème. Et comment Nathalie Portman a souffert de ce rôle-là Ouais. aussi dans sa carrière d'après. Donc, effectivement, c'est pas un film qui rend. Enfin, tout ce qu'il y a autour du film ne rend pas grâce à ce film, qui, si on le regarde lui et purement lui, est quand même un super film. Moi, c'est mon Besson préféré, je l'ai pas, mais Mais, c'est mon Besson préféré. mais que Nathalie Portman porte vraiment à bout de bras. Alors, le duo est iconique avec Jean Reno. Oui. Évidemment, c'est un film sur un duo aussi. Et Jean Reno est énorme. Mais. Le méchant, Gary Oldman. Oui, Gary Oldman, qui est oui, bien énorme sûr. aussi dedans. Les acteurs sont merveilleux dans le film, mais si c'est dans mon top 100 et 81e, c'est vraiment pour ce que Nathalie Portman a dégagé de ce rôle quand j'avais 15 ans, quoi. Ok. 80e, on passe un cap, mon ami. Ouais, ça rigole plus du tout là. Dans la catégorie... Ah ouais, cool. Dans la La- catégorie Lanceman. sous-côté, j'ai Animal Nocturne. Ok, je l'ai pas vu, et ça fait partie dans mes playlists. Ouais. Black Landsman, c'est dans mon top parce que sa sortie ciné en 2018. Je commence à aller un peu plus souvent au cinéma et c'est une tarte énorme. Je me souviens de cette toute fin où il réutilise des images d'archives et il met ce drapeau américain à l'envers, il y a un silence. L'ambiance dans la salle de ciné était hallucinante. Et outre cette fin qui est hyper marquante, c'est la découverte de John David Washington, dont on parlera dans Malcolm and Marie. C'est Adam Driver dans autre chose que Kylo Ren. Après, je me suis intéressé à Dan Driver, notamment chez Jim Jarmusch, mais au départ, c'est la première fois, c'est le gars de Kylo Ren, tu vois, quand tu vois la bande-annonce au début, en 2017. Et le duo marche trop bien. Et il arrive à avoir la justesse de ton qui n'est pas si courante entre les moments qui sont très graves, où tu as quand même des sujets, quand ils infiltrent le clan, qui peuvent être des moments de tension terrifiants, et des moments d'humour, où justement il y a ce côté où au téléphone c'est lui qui est noir, et que cette scène où il est dans le commissariat, il appelle le clan, il dit qu'il veut les rencontrer, et les autres le regardent, mais t'es con, t'es noir, il veut pas aller dans le clan comme ça, c'est pas possible. Et tu te rends compte de la folie humaine, de la folie de ces gens-là de cette époque-là, et le film il va bientôt avoir 10 ans, et les États-Unis d'aujourd'hui font un peu flipper à ce niveau-là encore, même en France, donc il est toujours actuel, il est toujours important. Et du coup, il a ce bon mélange de... Tu souris plusieurs fois dans le film, puis à la fin du film, tu souris plus du tout. Il n'y a plus rien de marrant. Animal Nocturne est 80e de mon top 100. Amy Adams, c'est ça? Avec Amy Adams et surtout... Jack Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, merci. Je vois l'affiche. Ouais. Et aussi Aaron Taylor Johnson. D'accord, ça je savais pas. Qui joue le méchant. C'est un film vraiment sous-coté. Son casting, du coup, qu'on a dit est dingue. C'est un vrai thriller, comme j'adore voir Jake Gyllenhaal dans ce genre de registre. Je trouve ça un des maîtres, d'ailleurs, de ce registre. Et c'est un film vraiment que j'ai pas du tout entendu parler quand je l'ai vu. C'est limite, je le vois, je me dis « Oh tiens, c'est disponible sur les plateformes, j'aurais jamais entendu parler. » Je lance. Et c'est un vrai thriller, dramatique pour le coup. Où on a du mal à voir comment on peut finir ce film positivement, quoi, comment l'issue peut être favorable. Il y a un peu aussi un parallèle très artistique dans la mise en scène, où le film commence, on comprend pas trop, dans une galerie d'art avec des peintures et des gens nus qui sont peints. Enfin, il y a un truc un peu très bizarre qu'on comprend pas tout de suite au début et qui va faire écho à plein de scènes du film au final. Mais c'est vraiment un super film. Vraiment un super film. Alors, faut s'accrocher.
parce qu'il n'est pas drôle, mais c'est une très très belle surprise quand je l'ai vu, et genre ouais, ça fait partie intégrante de mon top 100 all-time. Ok. J'adore Jake Gyllenhaal. Je vais mettre le titre anglais, parce que le titre français est une aberration. Parce qu'on est vraiment sur un titre français comme qui rendrait jaloux les Québécois. C'est Gone Girl. Ah, ok. A Man Called Otto, Mon voisin, je sais pas quoi là. le pire voisin du monde. Ouais. Envie de crever quand tu vois ça. Le Vas-y. pire titre du monde. Ouais, vraiment. Gone Girl de Fincher, que j'ai baissé parce que je l'ai pas vu depuis longtemps. Ouais. Mais je sais que Je l'ai j'ai pas, pris une grosse start quand c'est sorti quand même. Mhm. Avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Wow, bien joué. Ouais, j'ai pensé que je l'aurais pas et je l'ai eu. Je suis content de moi là. Emily Ratajkowski aussi, mais faut pas le dire. Non, je me souviens pas de ça du tout. Non, mais et vraiment, un thriller. Il a cœur de Barney aussi dans How I Met Your Mother. Oui. Je sais pas son nom. Mais tu vois, c'est quand même, je l'ai vu il y a longtemps, mais je me souviens vraiment bien du Ah film. oui. Mémorable. Dans un thriller pareil qui t'emmène dans tous les sens. Fincher, je vais en reparler de toute façon plusieurs fois dans le top. Tu peux pas voir où ça va. Ça a un côté, ça part dans tous les sens. Tu sais pas où ça va. T'es emmené, et le temps passe vite et t'es vraiment surpris à la fin. C'est vraiment brillant dans sa mise en scène et dans son traitement, quoi. Et on a vraiment même Ben Affleck. Moi, je trouve que c'est un acteur qui a des problèmes de boisson et c'est dommage parce que c'est vraiment, je trouve, un immense acteur, Ben Affleck, Mhm. et qui est très bon dans ce Gone Girl. Moi, ça fait partie, c'était dans les critères qu'on avait développés dans la première émission, dans l'introduction, des films où je passe pas un assez bon moment pour Ok. les mettre dans mon top 100. Je comprends. Gone Girl, il me remue vraiment. Et le côté de suivre, un peu comme un homme idéal, qui est aussi, je passe pas le meilleur moment de ma vie dedans, de suivre l'antagoniste. Tu sais, Ouais, t'as ouais. vraiment ce truc de, t'es avec le personnage principal, c'est le méchant, tu vois. Et du Ouais. coup, il est chaud. Moi, je l'ai vu quand même plusieurs fois, hein, je pense 3-4 fois, Ah oui, ok. mais je reconnais que c'est un bête de film. A Man Called Otto, et 79e de mon classement, pardon, parce que c'est la deuxième plus grosse chialade de ma vie devant un film. Le numéro 1 sera plus haut, on en reparle dans un mois. Mais A Man Called Otto, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer. Je sais pas pourquoi ce film m'a autant bouleversé, parce qu'on est sur un personnage qu'on a déjà vu des centaines de fois au cinéma, qui ressemble un peu grosso modo au grand Clint Eastwood de Gran Torino. Le côté vieux bougon, un peu aigri de la vie, qui voit des immigrés arriver à côté de chez lui et qui bouscule son quotidien. Le scénario est plat, vraiment, et enfin, sur le principe, n'a rien d'extraordinaire, mais Tom Hanks me cueille au tripes, quoi. Genre vraiment, il me prend au tripes et il me touche, ce personnage me touche. Je trouve que les acteurs de cette famille latino-américaine sont justes et accompagnent parfaitement Tom Hanks, tu vois. Et du coup, je rentre et j'embarque absolument à fond dans ce film. Et la fin, je ne suis que de l'eau. Je me La forme de l'eau. liquéfie, je chiale absolument toutes les larmes de mon corps. Et dès que je m'arrête de pleurer, il y a une scène qui me refait plonger dedans et en mode mais putain, mais encore, attends, vous continuez à me faire chialer, quoi. A Man Called Otto, voilà. Ok. Le meilleur rôle de Tom Hanks? Non. Non, non, pas du tout. Ah, Celui qui m'a peut-être le plus touché. Je vais finir avec des doigts d'une couleur. J'ai un chiffon dont je me sers pas du tout. Ok. J'ai Drunk de Winterberg. Ok. Fight Club. Waouh, ok. Tu l'as? Et je n'aime pas Fight Club. Ah, d'accord. Bah, Donc je l'ai pas dans mon comme top Dupieux. 100. Moi, j'ai Drunk. Ok. Ah, ça, j'avais pas pensé. Toi, je l'avais pas compté. On dans est à les- 5. Attends, je vais faire une Ouais, barre. mon set est très mal embarqué. on va pas se Ouais, mentir. ton 7 là, quand on est à 78. 78. Aïe, aïe, aïe. Drunk. Déjà, ça m'a fait découvrir le groupe Scarlet Pleasure qui chante What a Oui. Night à la fin, et que je suis depuis et que j'aime beaucoup. Ouais. C'est Mads Mikkelsen que je trouve dans un de ses meilleurs rôles, et c'est pas peu dire vu la carrière du bonhomme. Un sujet qui sera toujours d'actualité, toujours touchant. C'est à la fois de parler d'alcoolisme, et à la fois aussi, surtout, c'est peut-être ce qui me touche le plus, de ces hommes qui arrivent à un certain âge et qui se disent mais qu'est-ce qu'il nous reste de bon à vivre un Ouais, peu, quoi. exactement. Fin de carrière de travail, tu vas plus trop évoluer. Ton mais là, couple, t'as t'es ton dans ta couple, routine, ses routines, voilà. Tes enfants deviennent vieux. Il est hyper touchant, je trouve, ce film. Pareil, un peu comme Black Landsman, malgré la dureté un peu de sujet, il arrive à avoir une certaine légèreté, à être drôle On rigole beaucoup. Hein. dans beaucoup de moments.
Donc c'est vraiment, je trouve, un film hyper marquant de ces dernières années. Ouais. Un des meilleurs films de ces dernières années largement. Ce qui me met un peu dans l'embarras, c'est que c'est un film clairement qui veut parler contre l'alcoolisme, enfin, on dit. Mais sa scène de fin et toute la danse, même si elle est très belle, je me dis, mais au final, qu'est-ce qu'il cherche à te dire quand même? Ouais, amusez-vous quand même. Je le trouve un peu ambigu dans son discours sur la fin. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment un des meilleurs films ces dernières années. J'en reparlerai Ouais, t'en reparleras. dans un moment, mais j'en reparlerai. Fight Club, Fincher, encore une fois, juste après. Fight Club est alors 78e de mon classement parce que c'est le film qui m'ouvre à la cinéphilie. C'est celui-là. Je le regarde dans un contexte où je pense que c'est le meilleur contexte possible, au club ciné de mon lycée qui est organisé par mon prof de philo que j'adorais, qui est toujours vivant, monsieur Guy Renotte, voilà, si jamais tu La tombes bise, dessus. Guirlotte. C'est avec vous que j'ai découvert ce film-là. Donc, on regarde le film et ensuite, on avait 1h30 d'analyse philosophique du film. Ça, c'est hyper intéressant sur Fight Club. Donc, hyper intéressant. Et il n'y a pas ce truc de tu le découvres, t'en as entendu parler, tu le découvres et puis tu l'aimes pas et tu passes à autre chose. C'est que là, c'est un film que tu regardes très premier degré, qui te surprend parce que Fight Club a quand même un plot twist qui est culte, tu vois. Ouais, Mais derrière, l'analyse de tout ce film, de sa conception, de ses plans, de qu'est-ce qui fait écho à quoi, et l'analyse philosophique de tout ça était incroyable. Et du coup, c'est vraiment un film où moi, je me dis, ok, donc d'abord, j'adore la philosophie, et deux, d'accord, le cinéma, c'est pas juste Ratatouille, c'est pas juste Seigneur des Anneaux en fond pendant que je joue avec mes Lego. C'est, ok, il peut y avoir autant de niveaux de lecture dans un film et dans une œuvre. Voilà, c'est un film de mon année de naissance en plus, donc à chaque fois je regarde un peu, hey, c'est quoi les films de mon année? Fight Club est toujours le numéro 1. Fight Club, voilà, 78e, il a dégringolé parce que il souffre un peu de sa réputation en fait. Le côté ultra mainstream et en mode, c'est le début de la cinéphilie de tout le monde, donc il y a un peu ce truc-là de, ok, tu connais Fight Club, donc c'est bien, t'as déjà passé un step, tu vois. Mais par contre, si tu me dis que Fight Club c'est ton film préféré, c'est qu'il te manque encore beaucoup de choses à avoir vu, quoi. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Même si au final, le film préféré, même si les autres ils aiment aussi, c'est pas. Non, bien sûr. On s'en fout. La 77, donc là tu vas te dire, donc ça c'est devant Fight Club. Je te dis, moi, Fight Club, je trouve le twist trop. Il m'énerve un peu. Mais tu t'es fait spoil sur le twist, non? Non, je t'ai pas fait spoil. Juste, j'ai vu ça, j'étais là. Malcolm and Marie, coupé. C'est vrai que t'étais à fond sur ce film. Mon premier Hazanavicius. Ok. Allez, vas-y. Malcolm and Marie, je vais faire vite, on en a parlé. On est à peu près dans le même range en plus de préférence. Et comme je disais dans l'émission où on en a parlé, ce qui est fou, c'est en fait de prendre le contexte de. C'est le Covid, on peut pas faire grand chose, on peut pas avoir beaucoup d'acteurs, on peut pas avoir grand monde sur le plateau, on peut pas sortir. Eh bien, viens, on fait un chef-d'œuvre à deux dans une pièce, quoi. Ouais. Et la BO est incroyable, la photo est magnifique. C'est le meilleur rôle de Zendaya, c'est peut-être le meilleur rôle de David Washington. Et c'est un roller coaster de sensations, c'est vraiment un roller coaster. de putain c'est triste, putain je rigole, putain la musique est incroyable, mais ce plan est fou, mais Zendaya elle a fait ça, c'est dingue, et tu passes 1h30 à être sur le cul, quoi. Voilà, je rien d'autre à dire. Coupé. Dans la catégorie comme Fight Club des films qui m'ont dupé, je pense que Coupé est le film qui m'a le plus dupé lors d'une projection, un premier visionnage. C'est vraiment une histoire que j'adore parce que je le regarde en fin de soirée, deuxième partie de soirée avec mon ex-copine et mon cousin et sa femme. Et on a fait une soirée de jeux de société, on cherche un film un peu sympa de 1h30 à mater à partir de 22h30. Et on se dit, vas-y, Coupé, Michel Hazanavicius. On voit des têtes qui nous parlent et tout. Il y a Raphaël Quenard qui a une gastro dans le film. C'est jamais avant qu'il perce, c'est rigolo. Et du coup, on lance Coupé. Il se passe 45 minutes où on perd les deux filles. Les deux filles disent « Ouah, c'est quoi cette merde? On va aller dormir. » Et avec mon cousin, on se dit « Mais j'ai rarement vu un film aussi naze, quoi. Mais genre vraiment aussi nul. » Et en fait, on a bien fait de rester parce qu'à la fin du film, on se dit « C'est du génie, en fait. » Alors, je savais pas d'abord que c'était un remake, mais bon, après... Qu'on commence par Michel Hazanavicius, film français, avec un casting qu'on connaît plutôt qu'un film vraiment, un film random côté asiatique, c'est pas grave, hein, on peut commencer par celui-là sans le comparer au remake. J'ai même
jamais vu le remake qui s'appelle Ne coupez pas tout simplement. Ouais, non plus, j'ai pas Mais vu. je trouve la construction du film brillant. Alors je me demande combien de gens ils ont perdu au cinéma lorsque ce film est sorti au cinéma. Parce que moi je pense que si j'avais payé ou quoi, je me serais dit non mais là on se fout trop de ma gueule, je me casse quoi. Et ça aurait été fortement dommage parce que C'est le con, film c'est vrai. repose là-dessus. Ok. Donc faut souffrir pour ensuite apprécier couper. Et c'est mon premier Hazanavicius. Spoiler, ce sera pas le seul. Oh putain, et je sais lesquels, je sais à quelle place. Vous n'êtes pas prêts. The Darling Limited. Ok. Que t'as juste au-dessus de la Oui, tête. oui, j'ai le poster, ouais. Enfin, tu as le poster. Et sans un bruit. Sans un bruit. Trop marrant. Ouais, c'était vraiment la petite pépite de John Krasinski, là. Je me souviens quand c'était sorti. Genre, un petit film dehors, pas trop de budget, qui avait mis un peu une claque à tout le monde. Un peu dans le goût de Get Out, tu vois, qui est sorti, Ouais. je crois, un an avant. Et vraiment pas été déçu. J'adore ce film. J'aime vraiment même le reste de la saga. Mhm. Alors, c'est vrai que j'entends des critiques sur le fait que, au final, faire vraiment zéro bruit, il n'y a aucun moment où c'est possible. Mhm. Mais il utilise quand même vachement bien son concept. Ouais. Il est quand même assez original, même dans ce côté post-apo. Mhm. Et il y a vraiment des scènes d'une réussite. Enfin, l'accouchement dans la baignoire, alors oui, peut-être que beaucoup de femmes enceintes vont me dire d'accoucher sans péridurale et sans faire de bruit. Moi, j'étais mort. Ouais. Je peux l'entendre, mais c'est aussi une série B. Enfin, voilà, faut accepter. Et surtout, la scène avec le gamin qui allume le jouet et qui Ah là décide là. de réalité. Mais rien que pour ça. Ouais. Et tu dis, non, mais ils osent pas. Ouais. Et là, tu penses, même la famille ne peut pas Ah, faire c'est- de bruit. Ouais. Tu regardes ça, c'est rien que pour cette scène. J'espère que j'en ai pas trop dit pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est énorme. J'aurais dû revoir ce film avant Sirat. Je me serais dit, ok, c'est possible. Le duo Krasinski et Emily Blunt, qui sont vraiment Ah ouais, mari et j'adore. femme, marche super bien. Ouais, c'est clair. Le design des créatures est trop chouette. Et voilà, moi, c'était vraiment un petit plaisir horreur série B Mhm. sur lequel je ne me ferme pas les yeux et que j'aime beaucoup revoir. The Darjeeling Limited. Pour À le coup, qui À qui pour le coup, c'est un Wes Anderson qui m'a moins parlé, moi, mais faut que je Ouais. le revoie. Eh ben c'est peut-être le plus difficile à classer. Tu vois, je pense qu'il pourrait autant être 120e comme 76. Je pense que c'est sa place la plus haute possible, honnêtement. Même si, bah, du coup, je pense que je le préfère quand même à Rushmore. C'est pour ça aussi qu'il est quelques places devant. Pourquoi j'aime The Darjeeling Limited? Parce que je pense que c'est un peu pareil, beaucoup d'ingrédients qui font que bah, forcément je vais aimer ce film. J'adore le trio. Adrian Brody, en fait, qui est un de mes acteurs préférés, bah, d'avoir un film centré sur lui, et une fratrie de 3 frères qui sont farfelus, en fait. Tu vois, Oui, vraiment, Owen atypique. Wilson et Jason Schwartzman, le trio marche trop bien, et Ouais. du coup, le film repose sur un trio un peu comme les buddy movies, avec des duos qui sont très opposés. Là, c'est un film qui marche, qui a cette construction-là scénaristique avec les 3 frères, qui du coup font un espèce de pèlerinage en Inde pour la dépouille de leur père, je crois. Je l'ai vu il y a Leur trop mère. longtemps. Je sais J'ai vu plus, il y a quelque chose trop comme longtemps, j'ai ça. plus les Moi aussi, détails. j'ai vu il y a longtemps maintenant. J'ai dit, je vois des images, je les vois courir après Ouais, le train, là, mais j'ai plus le détail du scénario. L'image est trop belle, donc on commence vraiment à avoir la patte Wes Anderson. On quitte un peu les maquettes de la vie aquatique, on est plutôt dans un road movie qui aussi un genre, comme je l'ai dit dans l'épisode d'avant, me parle énormément. Donc un road movie avec Adrian Brody, Owen Wilson, Jason Schwartzman et la caméra et les plans de Wes Anderson, ça me suffit pour passer un agréable moment d'1h30. C'est vraiment un film très agréable à regarder aussi avec le court-métrage Hôtel Chevalier, qui est juste vraiment, quand il sortait au cinéma, a été projeté avant le Ah film, ouais, j'ai jamais entendu parler de ça. avec Jason Schwartzman et Nathalie Portman qui jouent dedans. Et en fait, c'est vraiment les 24 heures avant que Darjeeling Limited commence. Et en fait, c'est le peignoir qu'a Jason Schwartzman pendant tout le film. Il vient de cet hôtel-là où il y a un 13 minutes qui est tourné là-dedans. Ok. Je crois qu'il est disponible, si ceux qui ont le DVD dans les bonus, il y est en Ok. général. Voilà, Intéressant. The Darjeeling Limited. Ok. Voilà. 75. Oui. Oui. Mich Mich, acte 2. Hazanavicius? Yes sir. Ah, The Artist? Ouais. The Artist. Mission Impossible. Allez, ce sera notre miniature Voilà. Yes. C'est ça qui est marrant de faire cet exercice. de cinéma bien différent. Ouais. Tu vois, ce que tu disais sur les sagas, c'est un peu ça, parce que c'est très dur d'en choisir un. J'aime beaucoup le 3, le 4, le 5, le 7.
Je déteste pas les autres. Le dernier était vraiment pas terrible, mais bon. Sinon, j'aime vraiment beaucoup la saga. Là, c'est quand même De Palma à la réal et c'est le premier, donc j'ai voulu me mettre celui-là. C'est vraiment c'est une BO qui est incroyable. Le tout premier se tient vraiment très bien, même si c'est une saga. Le premier se tient en un film. C'est des scènes d'action et de chorégraphie vraiment ouf. C'est Tom Cruise. Alors c'est un peu le départ de Tom Cruise dans le niveau artistique pour faire un peu toujours la même chose. C'est peut-être ça qui est un peu dommage avec le début de ce film. Mais là, on est encore pour moi sur un grand film. Outre le côté série B qui peut avoir l'idée d'un film à 8 sagas où c'est toujours Tom Cruise qui gagne à la fin. Mais dans ce premier-là, tu as vraiment des scènes assez impressionnantes. On sent l'inspiration d'Hitchcock, on sent vraiment plein de choses dans ce film-là. Et c'est un vrai plaisir. Et la saga entièrement est un vrai plaisir. Donc il fallait que je les mette, que je les case. C'est peut-être le film que j'arrive le moins à vendre à tous mes potes parce que je pense que j'en parle quasiment à chaque fois que j'évoque le cinéma plus d'une heure lors d'un dîner ou quoi. Et je pense que j'ai aucun de mes amis qui l'a vu après une soirée avec moi. J'arrive pas à vendre ce Et film. moi, j'arrive pas à le lancer. Voilà. Je l'ai jamais vu, ça fait 10 ans qu'il est dans. Tu vois, Je dès l'ai qu'il est sur en une DVD. plateforme, je l'ai dans mes favoris, il n'y a aucun soir où je le mets. C'est terrible. J'aurais dû le mettre. Je vais le récupérer d'ailleurs parce qu'il mérite d'être là. Vas-y. Mon The Artist. The Artist, il doit être. Ah, je l'ai que en DVD. Il me semblait Je que. suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'éditions autres. Ah, qu'il est beau. Il est joli en plus, la pochette. The Artist. Hop là. Et hop, d'un seul coup, il est là. The Artist. Ouais, alors, pourtant, il a tout, en fait, pour être lancé, ce film. Oscar du meilleur film, première fois que ça arrive pour un film français. L'Oscar du meilleur acteur de Jean Dujardin. Et le discours légendaire. Les gens sont au courant que Jean Dujardin a gagné un Oscar, et pourtant, la plupart... En fait, c'est vraiment un film, la plupart des gens qui l'ont vu, ils l'ont vu l'année où il est sorti, parce que ça fait un tel bruit lorsque c'est sorti au cinéma, tout le monde, c'était vraiment... et le fait qu'il ait aussi une campagne aux Oscars pour la première fois avec des réelles chances de gagner, c'est vraiment un film où les gens disaient « Mais t'as vu The Artist », un peu comme Intouchable finalement sur la même période. 2011 d'ailleurs, donc je crois qu'Intouchable, c'est pas si loin que ça. 2011 aussi, Intouchable, c'est la même année. Donc du coup... et The Artist, en fait, c'est vraiment le film en noir et blanc, muet, qui est extrêmement drôle, qui est extrêmement poétique. Bérénice Bejo et Jean Dujardin, que moi j'ai adoré dans OSS 117, Le Carnet d'Espions, là jouent deux rôles totalement différents des comédies de Michel Hazanavicius et sont bluffants dedans. Ils sont irrésistibles les deux, enfin, sincèrement. C'est un film court, donc c'est pas comme si on s'envoyait du cinéma en noir et blanc muet de 2h30, c'est vraiment 1h25. Le film, il marche très bien, c'est drôle, on rigole beaucoup et c'est un film qui est incontournable dans le cinéma français. Et moi qui m'a touché en plein cœur, et je trouve ça dingue que Michel Hazanavicius soit capable de faire ce cinéma-là aussi, et pas que les comédies OSS 117. C'est que c'est quelqu'un qui m'a... Enfin, les OSS 117, on y reviendra peut-être, sont des films avec des punchlines toutes les 30 secondes. Et là, d'arriver à quasiment rire autant qu'OSS 117 sans avoir un seul mot qui est sorti de la bouche, c'est ça qui est... On n'est pas ouf. sur le même type d'humour. Ah non, mais c'est ça qui est dingue dans la palette de Michel Hazanavicius. Donc ça va peut-être être le réalisateur le plus présent dans ton top 100. Qui, moi? Ouais. Richard Linklater 3 fois déjà? Si t'as 2 OSS plus les 2... Qui dit que j'ai 2 OSS? Et qui dit que j'ai pas d'autres films de Michel Hazanavicius? Oui, donc minimum. Et qui dit que j'ai pas 17 Scorsese? C'est possible. C'est possible. 74, lui aussi, il a bougé. Moi aussi. Toi aussi? Enfin, il est rentré en cassant tout. Je pense pas que je suis là. After Sun. Little Miss Sunshine, j'aurais pas. J'aurais pu. Et j'aurais pu. Ouais, ça aurait pu. Et tu sais que After Sun, hier, je le vois en dehors de mon top 100. Et il y en a un que je vais sortir de mon top 100, je me rappelle plus quel film, mais genre dans les places 74 ou un truc comme ça. Et je me dis, je rentre After Sun à la place directement, tu vois, je pouvais... Et en fait, il y en a un autre qui m'a semblé plus évident, que j'avais complètement oublié, donc il est bordure. Moi, je l'ai vu en 2023 quand c'est sorti. Oh, c'est le film d'après. Je l'avais même pas mis dans mon top 10 quand on a fait le top 2023, juste sur les plateformes à l'époque, il n'y avait pas YouTube, on faisait pas sur YouTube. Et je l'ai pas dedans, j'ai le top 20, mais j'aime bien, mais il me manque un truc, je sais pas pourquoi il me manque. Et je le revois. Et là, je dis, mais quel con, comment j'ai pu ne pas le mettre dans mon top 10? En fait, je sais pas, j'ai la lumière qui s'est éclairée, tu vois. J'étais bouleversé à la fin, pas en pleurs, mais juste en bad complet.
Et je me suis dit, non, mais de 1, il aurait dû être top 10 2023 tous les Mhm. jours. Et de 2, je vais faire une place dans mon top 100 direct, en fait. Tu vois. Hmm, Et je pense que malgré la tristesse du truc, je pourrais le revoir assez souvent. ouais. En plus, j'ai eu la chance, j'avais pris une édition Blu-ray où dedans il y a le court-métrage, des premiers courts-métrages de la réalisatrice, Mhm. et qui parle du même sujet du deuil Tu quand me on le est enfant. prêteras, j'aimerais beaucoup le revoir. Ouais, et Il avec est grand là à trouver. plaisir. Et c'est la révélation Paul Mescal. Ouais. J'espère la révélation d'une réalisatrice qui n'a pas fait d'autres films encore, mais Ouais. Et J'espère Jackie Coro, la petite, qui est, je trouvais énorme aussi. la petite est super. Le duo marche trop Ouais. bien. Peut-être que ça existe, mais j'ai l'impression d'avoir jamais trop vu de film comme ça, Mhm. ou juste de ce temps de vacances. Peut-être réalisé par Linklater presque, mais c'est pas le même style. Oui, c'est vrai. Pas le même style esthétique quand Non. même. C'est plus mélancolique le film. Ouais, et là c'est 74 après le deuxième visionnage. Peut-être qu'on refait dans 10 ans, il est top 40 en fait. Mm. Ça peut être vraiment un film qui m'aura marqué une période Ouais. de ma vie et qui peut. Ça se trouve, ouais, dans 10 ans, je suis papa, je revois ce film et en fait, je suis en pleurs pendant 1 heure Ouais. et il est top 10, tu vois. C'est trop marrant que tu l'aies en 74 parce que moi, c'est le film. Il aurait pu être 73e en fait chez moi. C'était marrant. Parce que du coup, c'est le film. J'avais déjà commencé à tout rédiger, je pouvais pas bouger le début. Mais le film que j'avais à cette 73e place, j'ai eu envie de l'enlever. Parce que je trouvais qu'il en fait, il avait pas grand chose à faire ici. Plus un grand film qu'un film Ouais. qui me plaisait. Et Aftersun a jonglé avec le 73e, dont je vais revenir juste après. Little Miss Sunshine, Très bon film, j'aime beaucoup que aussi. j'ai adoré. Voilà, une autre. C'est impossible de pas l'aimer. Moi. Non. Ça peut ne pas être film préféré, mais on peut pas voir ce film et faire oh j'aime pas. C'est bien, en fait c'est marrant parce que pareil j'ai un petit parallèle avec Crazy Stupid Love, c'est Steve Carell aussi et c'est vraiment des comédies que je trouve parfaites, tu vois, il y a un peu ce côté là où à un moment donné les US ils ont réussi à faire des comédies surprenantes qui sortaient un peu des schémas narratifs et de scénarios scénaristiques classiques en fait, tu vois, Little Miss Sunshine, moi c'est je pense un des premiers films d'adultes que je vois enfant. Genre, j'ai baigné dans le cinéma d'animation, j'ai dû voir 1 ou 2 super-héros et Les Seigneurs des Anneaux bien trop tôt. Mais des films d'adultes, Little Miss Sunshine, c'est un des premiers que je vois de ma vie. Donc voilà, dans le milieu des concours de beauté chez les enfants, qui est tourné au ridicule dans ce film, cette famille avec un Paul Dano, moi la scène de Paul Dano qui apprend qu'il est... putain, fais chier. Quand tu distingues pas les couleurs. Oh, je suis encore- Daltonien. Je reprends. La scène de Paul Dano où il apprend dans la voiture qu'il est daltonien, mais c'est une scène qui m'a marqué pendant peut-être 10 ans avant que je revoie le film avec des yeux d'adulte. Genre vraiment, je m'étais enregistré cette scène-là d'un film que j'avais vu tôt et dont j'avais pas beaucoup de souvenirs, mais dont la jaquette était Ouais. dans ma tête. Mais je me rappelais de cette scène-là. Et du coup, quand je le revois avec un regard d'adulte, bah voilà, typiquement le road movie que j'aime. Cette famille complètement dysfonctionnelle, avec le grand-père qui jure et qui habille sa petite fille comme une pouffe, lui qui fait un concours pour être pilote de ligne et du coup qui ne parle pas ou qui écrit juste pour s'entraîner à ça. Steve Carell qui est Un dépressif, ouais. le tonton suicidaire. Enfin, C'est un rôle totalement contre-pied de ce qu'il faisait. et on a celle qui, comment elle s'appelle, Colette, Toni Collette, je crois, Oui. l'actrice de Juré numéro 2 aussi, il qui joue la était, mère. ça. C'est un bête de film, c'est une bête de comédie, si vous l'avez pas vu, c'est un film à voir avant de mourir. Je pense qu'il est dans tous les classements des films avant de mourir. Ouais. 73e, mon ami. Ok. Ah bah, oh, j'adore la doublette. Et La Piel qui habite. Je l'ai en 72, la piel qui habite. Non, Je c'est l'ai vrai. en 72, la piel qui habite. mon gars. Donc Incroyable. là, on aurait pu avoir La Piel qui habite et Aftersun à la une même place d'écart. Incroyable. Bon, bah, je commence par The Substance, puis on va parler tous les deux de la piel qui habite. Énorme. Pourquoi Vas-y. par rapport à Guillaume? Parce qu'il a vu le film, il sort en octobre 2024. Ouais. Et toi, tu le vois quoi? Fin août? Non, non, non. Tu vois, Il quelques sort en films- février, un truc comme ça, Non, parce que c'est moi fin je le d'année. vois au mois de novembre. Non, je le vois en novembre. Je le vois en novembre au FICIB. Ou en octobre au Il FICIB. sort, et alors, il sort en novembre et tu le vois en octobre. Ouais, tu ouais. le vois un mois avant. Et il me dit ouais, j'ai vu un film, je suis parti avant la fin où j'avais mes écouteurs anti-bruit, c'était horrible. J'écoutais du Sopico dans la séance tellement C'était j'étais l'enfer, mal. j'étais trop J'étais mal comme et tout. ça. Et du coup, après ce Comme un film-là, bébé. il avait quand même eu le prix à Cannes, Du scénario Ouais. avant de. bien avant à Cannes. Moi j'y vais parce que justement il a le prix du scénario. Voilà, la bande-annonce m'hypnotise et me dit que c'est horrible, donc j'y vais, mais j'ai une angoisse, puis le film dure plus de 2 heures. Donc je me dis, c'est Ouais. 2 heures horribles comme ça. Mais tu m'as dit, pense à la scène du genou. Ouais. Si t'es encore là à la scène du genou,
tient bon parce que c'est que le début. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Je l'avais mis 3e de mon top 10 de l'an dernier. Et je ne l'ai pas revu encore. J'ai acheté tout pour. J'ai pas eu l'occasion de me le relancer. Et je pense que c'est un film. Là, ça fait tellement un an que j'y pense tout le temps. Soit je vais le revoir et je vais me faire. Oh, tu l'as un peu gonflé dans ta tête, il va baisser. Soit peut-être qu'on réactualise dans 10 ans et en fait il est top 15. Ouais. C'était vraiment une. Je trouve que le mélange. Déjà, le casting est énorme. On a beaucoup dit sur Demi Moore, et pour en plus son côté retour. Ah non, mais Margaret Qualley, elle est nommée nulle part, Ouais. ce film. Elle est nommée nulle part. Demi Moore a pris toute la couverture, alors que je trouve que Qualley fait une performance immense. Tout ce que ça raconte sur Hollywood, sur le patriarcat, sur la recherche de jeunesse éternelle, sur l'utilisation, enfin les producteurs, tout, et la fin. Alors oui, la fin est grand guillemets. Je me souviens d'un collègue qui m'avait dit pendant une réunion de Teams, ouais, j'ai vu un film, La Substance, c'était bien, mais alors la fin c'est n'importe quoi. Ouais, la fin. Mais moi je suis pas trop d'accord. Je trouve tellement elle pousse son curseur, mais je trouve ça bien. Alors, il y a peut-être limite trop de références dans ce film à Carrie, à Shining. Enfin, on a compris qu'elle aimait des choses. J'espère que son prochain film sera plus perso. Mais tu sens que c'est réalisé par une femme et qu'elle avait des trucs à dire sur le milieu, quoi. Et il n'y a pas deux films comme ça. C'est pas non plus un film qu'on revoit tous les ans parce qu'il est quand même compliqué à regarder. Moi je me souviens, pour l'anecdote, en voyage en famille, ma cousine de devant qui a regardé ça sur son ordi, mon papy qui avait dit qu'est-ce que tu regardes là? Ah ouais, non, mais c'était la scène où le producteur au début il bouffe des crevettes là en gros plan. Ça va, il est pas tombé sur la pire des scènes. Il est pas tombé même, mais elle est dégueulasse. Franchement, les scènes de gens qui bouffent, ça peut m'écœurer beaucoup plus que du sang qui explose. Il y en a dans ce film. L'orgie de Demi Moore avant que ça parte en couille. Moi j'ai vu le Ballad of a Small Player hier au moment où on parle, la scène où il se goinfre de trucs, où il picole. Ouais. Pour moi, c'est plus dur à regarder ça que regarder le genou de Demi Moore. Après, c'est chacun ses sensibilités. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est un film, je pense, ultra marquant de son époque, si on a le courage d'aller jusqu'au bout. La Piel Capito, vas-y, je vais m'effacer, je vais me le noter de suite. C'est énorme. Et sur 3000 films qu'on aurait vus à nous deux, il faudrait qu'on ait le... Et qu'il soit à une place d'écart. Ouais. Là, donc j'ai rajouté la petite barre, on est à 6, mon ami, tu trembles. Ça, tu vois, je l'avais pas du tout imaginé dans ton top. Et bien, La Piel Capito, il est arrivé hier, parce qu'à un moment donné, quand j'ai regardé, je sais pas pourquoi, j'ai un éclair de génie et je me dis, attends, je crois que j'ai pas d'Almodovar dedans, alors que c'est un réalisateur qui me fascine, un peu comme Wes Anderson. Tout n'est pas incroyable chez Almodovar. Moi, j'ai Douleur et Gloire que j'aurais bien aimé caser. Mais il y a une esthétique qui me parle beaucoup. Moi, j'ai adoré Madresse parallèle. Je sais que c'est celui-là que t'aimes beaucoup. Ouais. Et La Piel Capito, en fait, hier, je me suis dit, allez, toi, bouge, je crois que c'est la communauté de l'anneau que je sors. Je sors la communauté de l'anneau parce qu'il était peut-être 50e l'année dernière, puis 60, puis 70. Ouais. Et après, je me dis, vas-y, c'était ma seule exception des sagas où j'avais 2 films. Donc je vais l'enlever, je vais faire de la place à un Almodovar ou Aftersun. Et du coup, j'ai préféré parler de La Piel Capito. La Piel Capito, c'est un des scénarios les plus tordus et maîtrisés que j'ai vu de ma vie. Je trouve le film prodigieux là-dessus, même en termes d'effets spéciaux. Enfin, comment le film évolue et tout paraît réel, crédible aussi. C'est du grand cinéma, thriller, horreur un peu quelque part. Ouais, il y a de l'horreur un peu dedans. L'horreur psychologique. L'horreur psychologique, ouais. Qui peut être plus marquante qu'un torture porn, par exemple. C'est un vrai film d'horreur psychologique, exactement. Donc je te laisse la place. Ouais, non, mais Banderas est monstrueux dedans. C'est mon Almodovar préféré. J'aime vraiment beaucoup Douleur et Gloire aussi. C'est mon douleur. J'aurais aimé le. Abdullah, tu l'as appelé? Non, moi aussi j'aime bien Almodovar. Mais ouais, non, c'est vraiment. Et c'est peut-être en plus un de ses plus. Malgré l'horreur qu'il représente, c'est peut-être un de ses des plus abordables parce qu'en termes de rythme, moi j'aime le rythme d'Almodovar me plaît, mais je sais que ça peut faire un peu arty et déplaire à certains. Ouais. Je pense que La Piel Capito, en termes de rythme, tu te fais pas chier, quoi. On va faire comme si La Piel Capito était mon 72, parce que là quand je note mon 72, je me dis donc ça j'ai mis ça devant La Piel Capito. Focus, diversion avec Margot Robbie et Will Smith. Ok. Ok. Alors, Guilty Pleasure, assumé. Là, on est vraiment... Pourquoi ce film est 72e? Cette phrase va être de plus en plus... Il a un autre nom en français, non? Diversion. Ouais, voilà, diversion. Ce film va être de plus en plus... cette phrase va être de plus en plus difficile à dire pour les films sur lesquels je suis totalement subjectif. Parce que Focus est 72e de mon classement all-time... Parce que c'est un film que j'ai dû regarder une dizaine de fois et à chaque fois avec le même plaisir. Mais c'est 1h20. Il y a 10 ans, tu le vois tous les ans, Focus? En 2015, ouais, exactement.
Ouais, dizaines de fois, peut-être que j'exagère, mais 7-8 fois facile, oui, c'est sûr. Ok. Parce Ok, que ok. je l'avais, en fait, ça faisait partie des rares films que j'avais téléchargés sur mon ordinateur. Donc déjà, par définition, je Ouais. l'avais vu 3-4 fois sur ma tablette, sur mon iPad. Je l'avais, mon tout premier iPad, tout premier et seul, attention, j'ai pas un iPad nouveau chaque année. C'est le gars, mon tout premier iPad, là, lequel, ouais, je sais plus, bref. Et du coup, c'est un film que j'avais téléchargé et que j'avais dessus. Et Margot Robbie, Will Smith, le duo marche trop bien. Un vrai film, ouais, de diversion, d'arnaque, super agréable à regarder, d'illusion en fait. On se fait un peu mener en bateau, alors on les voit eux faire parce que c'est vraiment une équipe d'arnaqueurs qui sévit. Mais nous aussi, le scénario arrive quand même à nous surprendre. Donc voilà, et il y a une scène. Toi, tu l'as vu ou pas ce film? Ouais, je l'ai vu, ouais. Il y a la scène du match de football américain où Avec le il numéro parie. là où il faut qu'il fasse rentrer dans la Exactement. tête le numéro d'un gars. Exactement. Et qu'en fait, le film pousse. Cette scène, elle dure 25 minutes quasiment. Et en fait, on se dit, il va se faire avoir. Oh putain, non, mais c'est trop. Oh, il y retourne. Et en fait, on se dit, à chaque fois, on se dit, bon, il va s'en sortir. Et au bout de 3-4 fois où il parie, où il enchaîne, on se dit, ouais, il est baisé. Genre là, vraiment, c'est le moment où il va être baisé. Et moi, c'est une scène qui m'a marqué et que j'adore. Genre, vraiment, je peux la regarder en boucle. Je peux vraiment remettre juste cette scène-là de film. Et Ok. je pense que c'est une de mes scènes préférées au cinéma parce que je l'avais avec des yeux d'enfant et j'avais trouvé ça magique en fait. Non, je comprends. Tu te défends bien malgré le. J'avais, malgré, voilà, que ça soit, Ok. c'est pas un AV, mais c'est un Non, mais bon, c'est c'est un bon 2,6 sur Allociné, quoi. Elle est ça fait pas. partie des bons. Ouais, c'est un film que je verrai pas. Voyez moi. The Artist avant, quoi, que j'ai mis derrière, du coup, allez comprendre. C'est le dernier de cet épisode, Yes. Max. Ok, c'est marrant de finir là-dessus. The Game de The David Game. Fincher. Ah, je l'ai pas vu. Avec Michael Douglas. Yes. Nous finirons ensemble de Guillaume Canet, la suite des petits mouchoirs. Ah oui, ok. Je vois, je connais ce titre, mais je vois pas le film. Ah ouais, la suite des petits mouchoirs plus que les petits mouchoirs. T'as les petits mouchoirs aussi? Non, je l'ai pas, mais Ok. c'est un peu au nom de l'œuvre et D'accord. je trouve la suite très réussie. The Game de Fincher, c'est un film de taré. C'est pour ça qu'il reste place dans son film. D'un homme, Michael Douglas, de businessman. Alors, j'ai plus les détails d'où il vient, de ce qu'il fait, mais voilà, un homme puissant aux États-Unis, travailleur de la haute, quoi, et qui va tomber dans une spirale d'enfer, qui Mhm. va arriver galère sur galère sur galère. Le film va à 2000 à l'heure, un peu à la Uncut Games dans le rythme, tu vois, Ouais. dans le style. Pas du tout la même esthétique, pas du tout le même message, mais ça reprend un peu ces sens-là. Toujours maîtrisé par Fincher, là, c'est clinique, la photo est sublime. Michael Douglas, il est fait pour ce rôle. Il a beaucoup eu ce rôle un peu comme ça, de cadre sup. Il avait fait Wall Street. Enfin, c'est un personnage qui lui va bien, et qui est piégé dans des pièges sur pièges. Il faut qu'il trouve les solutions. Enfin, c'est vraiment un film qui va à 2000 à l'heure. J'ai très hâte de revoir parce que pareil, il y a un twist à la fin. Et j'ai hâte de revoir le film connaissant le twist, tu vois. Ouais. Et voilà, j'adore The Game de Fincher. C'est un de mes Fincher préférés. Je sais pas si j'en ai d'autres Fincher là, qui Ok. arrivent. Si j'en ai un ou deux, mais Mm. j'adore ce film. Je l'ai pas vu moi encore, je dois le rattraper. Nous finirons ensemble les 71e de mon classement all time parce que c'est un film sur une bande d'amis. C'est aussi un genre de film que j'aime bien, qui n'a pas toujours été très bien fait, surtout dans le cinéma français. On a les barbecues, on a les fives. Tu on fais a vite les- copinage où t'as l'impression de voir des potes qui s'amusent Ouais. entre eux et t'es pas invité. Mais quoi. là, quand même, ça repose sur un casting. Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Benoît Magimel, François Cluzet, il y a quand même de l'acteur là-dedans, tu vois. Et du coup, on y croit énormément. Je les cite pas tous parce que je les ai pas tous en tête, Ouais, mais il y a Lafitte aussi. oui, il y a de Lafitte et effectivement Jean Dujardin dans le premier, mais qu'on voit pas dans le 2 évidemment. Nous finirons ensemble et je trouve une suite assez parfaite en fait. Et moi, en fait, Les Petits Mouchoirs, c'est plutôt le film de mes parents. Je crois qu'ils le détestent d'ailleurs ce film. C'est marrant que je dise Il y ça, a mais beaucoup de parce gens que qui les détestent. je hein. l'associe en mode. C'était le film un peu que mes parents sont allés voir au cinéma parce que tout le monde en parlait. Et je me rappelle les voir revenir des Petits Mouchoirs et d'avoir détesté. Et moi, je découvre un peu à la fin de l'adolescence et je me dis, mais comment ils ont pu ne pas aimer ce film alors que je le trouve vraiment touchant, bluffant. Enfin, j'avais Petit Mouchoir, vraiment j'ai un peu- adoré. mais je viens de regarder, soit je l'ai oublié, mais je crois que j'ai pas vu Nous finirons ensemble. Ouais. Je crois que j'ai jamais vu la suite. Mais je l'ai en DVD. J'ai vu Le Petit la Mouchoir, doublette. je m'en souviens bien.
Mais je crois pas avoir vu la suite. Nous finirons ensemble, c'est génial. C'est sur les retrouvailles avec un François Cluzet qui est un peu au bout de sa vie depuis sa séparation avec son ex-femme. On a, en fait, ils reviennent tous un peu dans la bande un été après, des années plus tard. Les enfants ont grandi, les enfants commencent à avoir des copines. Ça va donner aussi une scène mémorable avec Gilles Lelouch à table que j'avais déjà mis sur les réseaux de la bulle, un extrait. Il y a les deux blondes qui sortent de. Ah bah si, j'ai vu ce les film. deux alors. jumelles. Je pense que j'ai vu ce film. Pour moi, il était dans le premier celui-là. Non, c'est dans le 2. Qui l'engueule parce qu'il a rien fait. Oui, voilà, tu vois. Euh, Ah non, c'est des ou alors j'ai vu dégueulasse. ou alors j'ai vu l'extrait 30 fois et Oui, du coup oui. je crois avoir vu le film, je sais pas, mais ok. Très cool. Enfin, franchement, un vrai plaisir. Ce film, genre, tu le regardes, tu te sens bien après, genre, c'est agréable. C'est des films agréables que moi, pareil, dans la catégorie des films que je peux voir plusieurs fois sans m'en lasser. Nous finirons ensemble La et les petits scène, mouchoirs, mais c'est enfin, trop cool. je suis quand même le parrain de ton fils. C'est dans le 1, c'est dans le 1. celle-là, Ah oui, ouais. c'est la base du 1. Ouais. Bah, c'est pour ça, ouais. Voilà pour ce top. Monsieur, Ben oui. va falloir choisir entre Inglourious Bastard ou Django pour le 7e film. Est-ce que on va attendre que ça se dépasse, on va voir Oui, combien de non, temps mais tu c'est fini, tiens là. ton... C'est fini. C'est fini à mon avis. Même les 10 vont être déplacés. Non, mais je pensais pas que tu aurais La Pierre qui habite haut, je pensais pas Ouais. que tu aurais. C'est lequel qui m'a surpris Malcolm and Marie, je m'attendais pas forcément non plus. Donc, ouais. Non, Malcolm et Marie, il y avait des indices, on en avait parlé la dernière fois et j'avais dit Ouais, à quel point j'étais confié. ouais, mais je sais pas, non. Même Boyhood, tu vois, je pensais que tu aurais peut-être pas direct dans ton top 100. Bon. Un grand merci à vous de nous avoir suivis. On remercie pour le concept qu'on emprunte à Trash Talk. Toujours, si jamais, on va le dédicacer à chaque fois parce que si vous arrivez sur un épisode, vous pouvez vous dire « Ouh là là, mais c'est une copie ». On adore Trash Talk, on est fan du travail, on est deux grands fans de basket. Quand on se voit, soit on parle cinéma, soit on parle de basket. Et du coup, effectivement, on s'est dit ce serait trop bien de reprendre un peu le concept des tablettes de Trash Talk pour parler de notre top 100 all time. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de ce top 100 et Yes. en attendant, prenez soin de vous. Ciao. Ciao.